Bonjour à tous, c'est l'heure des jardins de Puisalène en compagnie d'Edwige et de Pascal Antini. Bonjour Edwige, bonjour Pascal. Bonjour Justine. Bonjour Edwige, bonjour Justine, bonjour mesdames et messieurs les auditeurs. Bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs et auditrices de Radio Puisalène. C'est vrai que c'est Justine qui va nous faire la technique, justement, pendant 2 heures, le petit jardin de Radio Puisalène. Justine qui va nous choisir comme l'or de la très très belle musique. Et là, je vous fais confiance. En parlant de l'or, on lui fait un gros petit coucou, un bonjour. Elle nous écoute derrière son petit fauteuil, son petit canapé ou alors même allongée. Elle écoute Radio Puisalène. Ça, je le sais. Elle ne jardine pas encore, là. Pas encore. Mais je pense que avec l'émission que l'on va préparer là pendant 2 heures, ça va peut-être donner l'envie à tout le monde justement de jardiner, Pascal. Parce qu'il fait pas froid. Eh ben non, justement, il fait peut-être même trop doux pour la saison. Voilà. Ça me fait peur quand même parce que mais tout le monde se pose la question. Il y a des pruniers en fleurs. Est-ce que ça va pas faire comme l'année dernière? J'espère pas quand même. On appellera Benjamin qui nous racontera tout ça, ce qu'il en pense dans les jours à venir, parce que là, effectivement, tout le monde maintenant, pas tout le monde, les jardiniers veulent, on trépigne tous, il fait presque beau. Il y a plein de choses à faire, on peut commencer à... Alors là, par contre, oui, c'est vrai, t'as raison, il y a du nettoyage à faire. Du nettoyage, et puis on peut commencer les semis. Déjà? Eh ben oui. Pour les très pressés, tout ce qui est primeur, les poivrons, les aubergines, certes quelques tomates si on veut aussi. On peut se mettre, vu la douceur, on peut se mettre des carottes sous tunnel ou sous mini tunnel. Oui, voilà. Sous un feutre, on peut. Oui. Mm-hmm. Je vais le faire dans les jours qui viennent parce que je vais tenter le coup, on n'a rien à perdre. Bien sûr, oui. On en parlera tout à l'heure. Mais effectivement, c'est vrai que c'est la première émission de l'année, donc tout redémarre. Mais comme tu dis, c'est la première émission de l'année. C'est vrai que on a l'impression qu'on n'aura pas d'hiver et on a envie d'avancer, effectivement, puisqu'on est déjà pratiquement au mois de février. Eh oui, après-demain. Voilà. Alors Pascal, tu vas peut-être nous rappeler le numéro du site de l'association. Donc c'est cultivetaru.fr, oui. Qui était vraiment l'honneur en ce moment. On a eu les honneurs de Rustica il y a quelques jours. On a eu les honneurs de la télévision varoise avant-hier. On a eu les honneurs d'une radio varoise ce matin. Ah, ça c'est chouette. Voilà, c'est sympa. C'est le bouche à oreille, comme on dit. Et puis je pense que la façon dont on procède. Benjamin, donc notre météorologue, est aussi informaticien. C'est lui qui est derrière une grosse partie de la technique avec un autre informaticien. On essaie de faire tout pour que le jardinier puisse trouver facilement ce qu'il cherche. Il n'aura que de la tomate, ça c'est clair, il n'y a rien d'autre. Et quelques plantes compagnes, nous allons mettre notamment les tagettes. Les tagettes sont ces sortes d'œillets qui aident les tomates à se défendre contre les nématodes notamment et d'autres insectes minuscules. Voilà, c'est tout. Donc on est très spécialisé dans les graines. Par contre, après dans les ateliers de jardinage, que ce soit en réinsertion ou encore dans les écoles, là on est généraliste. Ça va de la pomme de terre en passant par la salade. Oui. Voilà. Tu étais venu au jardin à Chauny, tu as vu. Bien donc, sûr. Cette année, il y a des actions qui vont être reconduites. Donc je pense notamment avec Coucy-le-Château, qui est un magnifique site. C'est un village qui est magnifique. C'est un gros village qui est magnifique avec des associations qui sont très actives, qui font plein de choses. On l'a vu au mois d'octobre, la fête citoyenne qui est faite par plusieurs associations. Et puis je pense que néanmoins il y a aussi une municipalité, c'est-à-dire des élus qui sont aussi très à l'écoute de tout le monde, et qui se disent on est peut-être dans la France profonde et peut-être dans un petit bourg, mais on peut faire des choses. Alors là, Pascal, tu me dis que ça va être reconduit cette année. Oui, pour moi c'est tacite. Je veux dire, à partir du moment où il n'y a pas d'incident notable des deux côtés, ça continue. C'est très simple. Je leur fournis des plans et on peut peut-être même donner des graines cette année en plus pour les écoles. Et ils plantent, et ce sont les habitants qui après gèrent tout ça, c'est génial. Bon, après, il y a d'autres actions, dont des très lointaines, il y a toujours celle de Moldavie qui... Ah oui. Voilà, j'étais en ligne cette semaine avec Mariana, qui pilote ça avec son mari et puis d'autres paysannes, semencières. Bon là, eux ils ont la rage, ils en veulent. Ça, oui. Et voilà. puis, alors là, je pense qu'ils doivent être en plein dedans là, parce que là-bas c'est pas du tout le même climat que chez nous. Il fait pas très chaud en ce moment chez eux. Ah, d'accord. Il fait pas très chaud, c'est la période la plus désagréable pour eux en ce moment. Ah bon. Voilà. J'aurais pensé le contraire. Moi j'aurais pensé justement il fait beau là-bas. Mais donc voilà, ils sont en plein préparatif, ils sont comme nous. Oui, comme nous, ils sont en attente. Ils sont en attente. Donc voilà. Bon, j'ai eu des nouvelles d'Arménie assez récemment.
pas très agréable, puisque je dirais pas l'État, mais presque l'État cherche des histoires à l'association qui a créé la coopérative agricole. Ah. Oui, voilà, bon. C'est comme ça. Bon, je leur souhaite... j'ai été informé parce que j'ai reçu un mail, donc je suis concerné. Oui. Je suis concerné. Je devrais être entendu, d'ailleurs. D'accord. Par les services de police en France. Quand même, ça va jusqu'à là-bas. Jusque-là, c'est pas possible. Bon, tant pis. Mais bon, oui, allez. C'est un incident. Oui, voilà. On ne peut que souhaiter que du bien, que ça va bien se passer. Tout à fait. Surtout que leur idée n'est pas de faire du commerce, c'est d'aider une école. Donc, voilà. Oui, c'est complètement différent. Ben voilà, oui. Tout à fait. Voilà. Alors, nous ici, donc Pascal, il y a plein de choses à faire en ce qui concerne le petit jardin. On va commencer par quoi déjà? Alors, il y a deux solutions où on suit la météo. Donc, un coup dans le jardin, un coup on n'y est pas. Parce que on a eu quand même beaucoup de pluie. On a eu un mois de janvier, d'après la météo, très pluvieux. Bon, ça continue plus ou moins tout de même. Mais bon, on a quand même maintenant des techniques. On peut cultiver sous voile, on peut cultiver en mini-serre. On peut aussi même semer sur le bord de sa fenêtre. Semer 20 salades sur ce qu'on appelle une terrine, c'est un bord de fenêtre. C'est facile, ça prend pas de place. Il y a plein de possibilités. Voilà, tout à fait. Oui. Mais effectivement, si l'on s'équipe, justement, je voulais parler de hâter les semis aujourd'hui, donc créer une couche chaude ou un châssis chaud. Il y a plusieurs façons de le faire. Et on gagne beaucoup de temps et surtout on est sûr, parce que dans ce châssis, avant qu'il gèle. Oui, alors, voilà. Ce que tu appelles créer un châssis chaud. Chauffant. Chauffant. C'est des couches qui sont superposées. Voilà, des couches de fumier notamment. Oui. Donc on va en reparler. Comment ça se construit. Il y a plusieurs façons. Il y a hors sol ou dans le sol, c'est-à-dire où on creuse ou on ne creuse pas. Nous avons Benjamin, notre météorologue, au téléphone. Benjamin. Allô, oui, allô? Oui, Benjamin. Oui, bonjour Edwige. Bonjour. Bonjour Benjamin. Bonjour Pascal. Rebonjour. Bon, tu étais dans les nuages, on n'arrivait pas à te joindre. On avait un petit problème technique. Ah d'accord. Voilà, en parlant de nuages, dis-nous plein de choses, des bonnes j'espère. Vous allez être déçus, je pense. Je pense, oui, c'est sûr. Dans le dernier bulletin, j'avais dit, on espérait que la semaine prochaine, en l'occurrence cette semaine, on aurait peut-être un temps un peu plus sec, mais c'est pas du tout le cas. On va terminer, je pense que le cumul de précipitations pour janvier n'est pas terminé, n'est pas clôturé. Pourtant, il reste plus qu'une journée, mais ça s'annonce pas très beau, parce que encore aujourd'hui, on a beaucoup de grisailles. On a même encore eu des averses et du crachin ce matin, avec des températures qui sont... Cet après-midi, elles sont douces, on est autour de 10-11 degrés. Ce matin, elles ont été un peu plus fraîches, 4 à 5 degrés selon les endroits, mais on reste quand même au-dessus des normales. Mais là où ça va se gâter, ça va être dès cette nuit, avec l'arrivée d'une perturbation qui va forcément apporter avec elle une quantité de pluie non négligeable. Alors ça va déjà commencer au niveau de cette nuit avec le renforcement du vent, donc avec 60-70 km/h en rafale, grand maximum, donc c'est pas extrêmement important, mais ça va quand même être assez venteux. Mais surtout, c'est dans la journée de demain, dès le midi à peu près, on va avoir un front pluvieux qui va traverser toute la région, et là il n'y aura aucune exception, c'est vraiment toute la région qui va être concernée. Des pluies assez soutenues de midi jusqu'à fin de soirée à peu près, ou début de soirée en tout cas, ça c'est certain. Et au niveau des quantités de pluie prévues, il sera minimum 15 mm et on pourra peut-être atteindre les 30 mm selon les endroits. Donc ça va encore s'accumuler avec ce qu'on a déjà eu au mois de janvier, parce qu'il n'est pas inutile de rappeler quand même qu'on est déjà 2 fois les normales de saison pour le mois de janvier. Il y a plus, on manquait d'eau, mais le problème c'est que là on arrive à beaucoup d'eau en peu de temps. Et par contre au niveau des températures, ce sera toujours aussi doux pour la saison, puisqu'on sera dans un flux de sud-ouest, donc le vent du sud va nous apporter un peu plus de douceur. Et les températures, ça restera 10 degrés, mais là que ce soit le matin ou l'après-midi, ce sera à peu près stable. Pour la journée de jeudi, eh bien comme souvent après ce genre de perturbation au mois de janvier, on va avoir un ciel de traîne. Et donc du coup, là il y a 2 petits changements. Déjà, les pluies vont cesser, vont être beaucoup plus espacées, ça va être plus sous forme d'averses. Mais deuxième chose, on sera cette fois-ci sous un flux de nord, et donc du coup les températures vont chuter brutalement jeudi, et cela va entraîner donc le risque de giboulées, d'averses de grêle, d'averses de neige, pourquoi pas par endroits. Donc ça va pas être agréable non plus. Et pour la journée de vendredi, alors là on sera entre deux.
entre les perturbations de mercredi-jeudi et celles qu'on attend à nouveau malheureusement samedi. Cette perturbation, est-ce qu'elle sera active ou pas? C'est encore trop tôt pour le dire, mais toujours est-il que ça s'annonce pas super non plus pour ce week-end. Et pour la semaine prochaine à venir, en revanche, là, ça va être, c'est totalement assez aléatoire. Les sources divergent assez. Le froid n'est pas loin. On pourrait avoir un nouvel épisode de froid, des gelées à -2, -3 sont prévues début de semaine prochaine, mais ça pourrait très vite remonter. Mais ça, on ne peut que le supposer et non pas l'affirmer. Donc voilà un peu le tableau pour le restant de la semaine. C'est moche. On va se mettre à l'intérieur là. Ah oui, parce que là... c'est ce que j'allais te demander, oui. On fait quoi? Oui, on sème à l'intérieur. Oui, il y a plein de choses. Les jardiniers retardataires comme moi, je suis toujours en retard, moi, vont pouvoir continuer à préparer leurs outils, pour plein de choses à faire. Et puis d'ailleurs, ceux qui sont très très en retard n'ont pas commandé leurs graines encore, comme moi. C'est pas fait encore. Moi non plus, je n'ai pas encore fait. Moi non plus. Donc il va falloir y penser sérieusement. Donc un week-end de pluie, qu'est-ce que l'on fait? On reste auprès de la cheminée et puis on consulte les cultivateurs ou d'autres catalogues et on commande les graines. Hein. Mais effectivement, là. Oui, parce qu'avec des gelées du -2, c'est pas la peine de commencer à semer les graines. Voilà. Alors ces gelées, elles sont pas encore, mais bon, il semblerait qu'il y aura un petit épisode de froid juste après ces perturbations. Mais bon, après un peu plus sec éventuellement. Mais c'est vrai que là, la semaine dernière, c'était un peu le cas. Il y a plus d'une semaine pour cette semaine. Ça a beaucoup évolué après. Mais là, c'est sûr que la quantité de pluie, il faudrait que ça ralentisse quand même parce que là, on arrive et ça va pas faire du bien non plus aux cours d'eau qui sont déjà en crue. Même et c'est pour ça que la décrue va être lente un peu partout. Donc il faut même espérer que cette décrue ne se retransforme pas à nouveau en crue. Donc ah oui, parce que 30 mètres carrés, vu que les sols sont saturés d'eau, ça va aller très vite. Hein, ça va se retrouver dans les cours d'eau tout de suite. Hein. Ah oui, demain ça va vraiment être, surtout l'après-midi, une journée vraiment catastrophique au niveau de la météo. Hein, ça c'est. Bon, on va faire avec. Hein. Il va falloir. C'est bien. Merci de ces très bonnes nouvelles, Benjamin. Mais oui, comme on dit, Pascal, c'est vrai, on fait avec le temps. Ouais, hein. Là, tu nous as complètement battus là. Ah ouais, là, j'espère en apporter de meilleures nouvelles la prochaine fois, mais là, j'ai fait avec ce que j'ai pu. Merci Benjamin d'avoir pris de ton temps, de nous donner ces bonnes nouvelles de la météo. On peut te rappeler quand on a envie, hein, quand on veut. Mais bon, là, on est parti pour une bonne petite semaine, hein, quand même. Hein. Oui. D'accord. Une semaine bien chargée, bien mouvementée. Donc, comme dit Pascal, il va falloir prévoir des petites activités en intérieur, des semis bien protégés à l'intérieur, parce que là, ça va être. Mais on va arriver à faire notre jardin dans notre maison. Eh ben oui. Dans les maisons dites neutres au niveau carbone et autres ou énergie, il est prévu de faire ce qu'on appelle un puits de lumière au milieu avec un jardin. Ah ouais. Oh, ça ne nourrira pas une famille complète, mais l'idée est là déjà. Ah oui, mais oui, c'est vrai que parce qu'on est quand même dans une région où il pleut beaucoup. Hein. Oui, c'est moins qu'on puisse dire. C'est vrai. Il y a 2-3 mois, on disait tous, il faut de l'eau. Oui. Nous avons été entendus. Hein. Oui, nous avons de l'eau. Ah oui, je crois que tu peux peut-être confirmer, Benjamin, m'a semblé entendre que le mois de janvier de cette année était le plus pluvieux jamais enregistré. Oui, alors pas jamais enregistré, hein. Il faut remonter il y a 45 ou 50 ans, ça s'est déjà vu, mais oui, hein, c'est quand même assez exceptionnel. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas eu autant de crues il y a 50 ans par rapport à aujourd'hui, tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a eu l'urbanisation, il y a eu plein de modifications entre temps qui font que les sols absorbent moins l'eau. Et donc voilà, on en paye un peu les pots cassés aujourd'hui, mais c'est sûr que oui, il faut remonter il y a plus de 50 ans pour avoir ces chiffres-là, alors qu'il y a pas plus que 4 mois, on était en train de dire que l'année 2017 était très sèche et qu'il y avait peu plu. Bon là ça commence, en tout cas si à la fin de 2018 on dit qu'il n'a pas assez plu, c'est que vraiment la pluie aura été très mal répartie dans l'année, hein, parce que là
Oui, c'est ça aussi, c'est de bien la répartir. Hein, Bon, par contre, ce qui est bien, il pleut à la bonne saison parce qu'il n'y a pas de végétation. Donc ça. Les nappes peuvent d'ailleurs, en région parisienne, elles sont tellement pleines qu'elles débordent. C'est ça. Ce sont les il y a nappes des maisons qui se retrouvent inondées alors qu'ils ne sont pas en zone inondable, tout simplement parce que certaines nappes phréatiques, même dans l'Oise, j'ai quelques exemples autour de moi, les nappes phréatiques elles dégorgent d'eau et donc ça finit par s'infiltrer dans certaines maisons ou dans certains terrains, alors qu'à la base ce n'est pas un terrain qui est classé en zone inondable. Tout à fait. Voilà. Bon, on fait des réserves d'eau là. Hein. Ah oui. Bon, merci Benjamin. Merci. Il n'y a pas de souci. À bientôt, merci. Continue d'écouter Radio Pisalène. Ah bah oui, mais bien sûr. Merci, c'est gentil. C'est ce que je vais faire toute l'après-midi. Oui, il pleut pas, mais bon, la pluie elle arrive quand? Alors, les averses ont déjà commencé un peu cette nuit, un peu demain matin, mais surtout demain vers midi à peu près. Voilà. D'accord. Merci Benjamin, à bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Bon, la chronique de Benjamin nous a... Bon, rentre. Hein. Alors, là, ce qu'il faut faire, Pascal, c'est très bien, c'est ce que tu soulignais tout à l'heure, c'est de cultiver, c'est vrai, sous serre, mais en hauteur. Hein, je pense quoi qu'il en soit, de toute façon, pour semer fin janvier ou février, il faut semer à l'abri, de toute façon. Oui, hein, voilà. Oui. J'ai bien semé. Après, il y a certaines choses, certaines personnes commencent à mettre les oignons en février, l'ail, tout ça. Dans notre région, c'est quand même, moi je trouve que c'est tôt. Moi je fais au mois de mars, maintenant, voilà. Les pieds dans l'eau. D'ailleurs, on dit bien les oignons, on les plante à la Saint-Joseph, et je crois que c'est le 19 mars. Si mes souvenirs sont bons. Voilà. Alors, tu vas vérifier. 19 mars, et on plante les oignons. Voilà. Là, c'est vrai que... Mais on peut les planter, effectivement, oignons et ail, sur ce qu'on appelle un petit billon, c'est-à-dire ici on fait T'as raison. C'est ça, hein? C'est le lundi 19 mars et c'est la Saint-Joseph. Voilà, c'est ça. Et donc, il paraît que c'est la journée idéale pour planter les oignons et l'ail. Donc, alors, en fin de compte, ne vous pressez pas, prenez votre temps. Tout à fait, oui. Par contre, il est vrai que de semer, je parlais de carottes. On peut semer des carottes. Si vous avez, vous savez, ces petits tunnels avec des arceaux qui font 1 mètre de large, là. Oui. Vu la température actuelle, on peut semer, hein, la terre est à 10 degrés environ, ça pose aucun problème. La carotte va lever, elle va être longue, elle va mettre peut-être 3 semaines, même plus, mais elle va lever. Donc, si vous avez des vieilles graines de carottes qui vous restent de l'an dernier, n'hésitez pas, hein. Sauf si c'était pré-germé, elles ne lèveront pas. Ou en pleine terre, alors. En pleine terre, on peut le faire en godet aussi. Alors, j'ai essayé, il faut le faire avec des carottes courtes. D'accord. Parce que la carotte, aussitôt, son radicelle est très très long. Oui. Et en godet ou en alvéole, elle fourche, ce qu'on appelle. Mais une carotte ronde, vous avez les toutes petites carottes, les grelots, ce qu'on appelle. Donc, ils sont les plus hâtives, en fait. Donc, effectivement, on peut les faire vous savez, les caisses de poissons en polystyrène, vous mettez 15 cm de terre dedans, vous pouvez faire des carottes là-dedans. C'est vrai que c'est bien. Les carottes grelots, vous pouvez en faire. Voilà, ça pose aucun problème. Bon, effectivement, faut pas être une famille de 15 personnes, parce que c'est sa limite, mais on peut le faire. Récupérer des caisses. Tout à fait, oui. Ou alors, donc le châssis chauffant au fumier, voilà. Donc on va en parler, parce qu'effectivement maintenant, on peut semer les aubergines, les tomates pour les gens très pressés, les poivrons, des choux déjà, les poireaux. Les poireaux, on peut commencer à les semer, hein, ça pose aucun problème. On a plus d'hiver très très froid comme on a eu, jusqu'au jour où on va avoir. Et ce sont ça, voilà. Hein. Ma sœur est née en 1952, ma grande sœur. Au mois de juin, il y avait 15 cm de neige. Donc voilà, donc ça peut arriver n'importe quand. Ça, c'est un épisode extraordinaire, ça peut arriver n'importe quand. Mais on peut tenter le coup. Tous les ans, je risque 5-6 pieds de tomates très très tôt. Je les ai jamais perdus jusqu'à maintenant. Mais de nos jours, c'est vrai que avec le temps, on arrive de plus en plus à avoir une serre qui n'est pas trop chère. On peut éventuellement se procurer ce genre de comment on va dire. C'est un tunnel en fait. Hein. Ce sont des tunnels. Alors donc effectivement, moi je pense que pour un jardinier amateur, sans avoir des centaines de mètres carrés, mais un tunnel de 25 ou 50 mètres carrés, déjà on peut faire pas mal de cultures dessous, hein, que ce soit des fraises, des carottes, des radis, notamment les radis ou des choses comme ça. Mais les carottes, je vous dis, les aubergines, quelques pieds de tomates, au niveau qualité et même au niveau coût, ce sera très vite rentabilisé. Voilà. La seule chose, c'est qu'un tunnel, pour qu'il dure longtemps, il faut bien le poser. Et la condition sine qua non, c'est une bâche très tendue. Si elle flotte au vent, elle se déchire.
Donc il vaut mieux la tendre à outrance, c'est pas un problème, on met de la terre sur les bords. Hein. Et donc... Alors, Pascal, aussi une bâche, bien entendu, mais aussi une bonne qualité de bâche. Oui, alors on en trouve en France très facilement. Il y a quelques sociétés françaises qui font de très bons produits et pas plus chers qu'à une époque à l'étranger. Oui, notamment, je pense à la Belgique qui avait des produits très peu chers. En France, il y a 2 sociétés, notamment en Bretagne. Je ne vais pas les citer ici, hein, on n'est pas là pour ça, mais donc qui existent. Il y en a d'autres dans la région d'Angers qui font de très très bons produits, qui sont franchement, ce sont des gammes quasi professionnelles qui tiennent 5 à 10 ans tout de même. Ah oui, quand même. Voilà. Je dirais pas que c'est une bâche, c'est pas donné, hein, mais techniquement, ce sont des couches les unes sur les autres. C'est long, c'est un coût. Et de toute façon, si on veut de qualité, oui. Voilà. Alors, c'est vrai qu'avec la météo, c'est vrai que de toute façon, on est quand même dans une région où, bah oui, on est un jour il fait beau, le lendemain, bah il fait froid. Donc éventuellement, pour se protéger un petit peu de toutes ces choses-là, avoir une petite un tunnel. Puis c'est un avantage. Lorsqu'il pleut, par exemple, il y a quelques jours il pleuvait, je suis allé préparer le terrain sous le tunnel. En plus, moralement, je dirais que c'est presque jouissif. Vous êtes à l'abri, vous entendez sur la bâche, vous entendez la pluie qui se déchaîne, c'est génial. Oui. Travailler à l'abri. Et il fait tout de suite chaud. Alors, pour donner un ordre d'idée, un tunnel de 50 mètres carrés de qualité, mais bonne qualité amateur, ça vaut moins de 1 000 €. Oui. Actuellement, on en trouve à moins de 1 000 €. Alors, on en trouve surtout beaucoup d'occasions actuellement, mais qui sont beaucoup plus grandes. Ça vaut le coup aussi. Hein. Oh, ça vaut le coup aussi. Voilà. Bon, c'est un petit peu des petits conseils, hein, éventuellement. Ou même, j'ai un vieux voisin qui a acheté un tunnel de 25 mètres carrés, donc c'est pas très très grand. Ils sont 2, bah, comme il dit, ça nous suffit amplement. Il fait tous les premiers légumes dedans, et puis là, un tunnel de 25 mètres carrés, vous le touchez entre 400 et 500 €. Voilà. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. À l'intérieur de ton tunnel, donc, comment tu fais? Tu bêches, tu rajoutes, tu te fais un chemin, tu fais comment? Alors, moi, oui, effectivement, j'ai fait des planches. Alors, le système des planches, en gros, lorsqu'on travaille avec une planche, c'est que lorsqu'on se penche avec le bras, il faut pouvoir attraper le milieu de la planche. Chez un homme moyen, ça fait entre 1m20 et 1m30 de largeur, une planche. Pas plus. D'accord. Parce qu'après, si on se penche trop, c'est pas pratique, c'est fatigant. Oui. On va tomber, on va écraser de toute façon quelque chose. Et donc, je fais des planches, une sur le bord. Et j'ai fait un passage justement aussi en planche, mais en planche de bois. C'est ce que j'allais te demander. Voilà. Oui, ton passage, il est fait en planche. J'ai fait en planche, ça stabilise. J'en ai aussi en briques. D'accord. J'en ai fait aussi en briques. J'avais plein de vieilles briques, c'est sympa. Puis on peut faire un motif à chevron ou autre chose. C'est stable. En fin de compte, c'est un petit peu ta propre imagination. À partir du moment où tu as ton tunnel, il faut quand même faire un chemin. Et puis ensuite, de chaque côté, eh bien. Alors, oui, faire des petites allées. Alors, il faut quand même qu'elles fassent 30 à 40 cm minimum, parce il y a un équilibre quand même. On va pas se mettre en danger. Hein. Oui. Ça sert à rien. Et c'est un avantage lorsque l'on marche uniquement sur ces passages qu'on a fait, ces allées. Lorsqu'on travaille les planches de semis ou de plantation, on les fait à la grelinette. La terre n'est pas tassée, parce qu'on marche pas dessus. Voilà. Donc elle est très perméable à l'air. C'est très intéressant pour les plantes. À l'eau, si on arrose. Et c'est pas tassé du tout. Donc on bouge un tout petit peu la terre à la grelinette. À la grelinette. Oui. C'est bien ça. Moi je trouve que c'est un bel outil. C'est ça. Tu ne te baisses pas du tout. C'est en fin de compte. Surtout on ne retourne pas la terre. La terre, oui. On ne retourne pas la terre. Alors Benjamin, on parlerait beaucoup mieux que moi, puisqu'il y a toutes des petits insectes, de tous les êtres vivants microscopiques qui font qu'une terre est riche. Hein, voilà. Et effectivement, si on retourne la terre, sur 20 ou 30 cm, il y a des êtres vivants qui se retrouvent, qui étaient à 20 cm, qui se retrouvent en surface. Oui. Ça leur convient pas, et vice versa. Ceux qui étaient en surface se retrouvent à 20 ou 25 cm lorsqu'on bêche, ça leur convient pas. Bon, ça c'est une histoire d'éthique, hein. Chacun son propre petit. Mais là, ce sont des idées. Mais effectivement, le fait d'avoir des planches pour marcher, des allées pour marcher, ça permet de ne pas travailler inutilement du terrain, de toute façon, déjà d'une. Oui. Et puis, ça protège énormément les planches de semis de plantation. D'accord. Voilà, c'est pas mal. Donc, sur un tunnel qui fait 4 mètres de large, on peut faire 3 planches, en fait. Une planche, un passage, une planche, un passage. Et effectivement, on peut semer pas mal de choses dedans. Parce qu'en tunnel, en plus, on peut semer de façon plus dense. Alors, pas tout. Mais, par exemple, les salades, les choux, on peut les semer de façon plus dense, puisqu'ils vont plus vite.
il vient à maturité plus vite, plus rapidement. Un chou, ça devient énorme. Mais ça sert à rien. Il faut le manger quand il est beau pour être consommé. Oui. Si on peut le garder très longtemps, ça sert vraiment à rien, quoi. Mais non, moi je trouve que c'est un bon investissement. Et donc après, moi les semis que je fais en tunnel, je les fais sous un mini tunnel. Je fais un autre tunnel sous le tunnel. Et ça, c'est ce qu'on appelle le système tunnel sous un tunnel. Bon. Et s'il fait froid, on peut même faire une deuxième couche sur le mini tunnel. C'est-à-dire plus il y a de couches, ce système des pulls, plus on a de couches, moins il fait froid dessous. C'est vrai. Ouais. Bah, ça fonctionne exactement de la même chose, de la même façon. Donc moi j'ai mes châssis chauds qui sont sous un tunnel. Mes semis de tomates, d'aubergines, tout ça sont faits. Bon, c'est un système électrique que j'ai créé l'an dernier quand j'ai eu mes problèmes d'épaule, mais je continue à faire aussi au fumier, donc on va en parler. Hein. Donc pour les châssis chauffants au fumier, il y a deux façons. Hors sol, et on fait une couche sur le sol, ou alors on creuse et on met le fumier dedans. Moi, je serais plus hors sol. C'est moins fatigant. Alors, d'ailleurs, je me suis mis, pas besoin de creuser en rouge, pas besoin de creuser, idéal pour les semis qui sont à la bonne hauteur. Parce que, effectivement, si on fait on rehausse de 50 cm, on se baisse moins. Voilà, exactement, oui. Puis c'est mieux, puis on peut rajouter. Voilà. Bon, maintenant, c'est l'avantage de le faire dans le châssis en creusant, c'est que le fumier qui se décompose est abrité du froid tout de même. Ah, donc il chauffe plus fort. Voilà la différence entre les deux. Elle est là. Ah, d'accord. Et puis, si on veut faire avec une planche de fumier apparente, il faut faire encore plus large. Alors là, oui, c'est vrai qu'on va développer un petit peu plus. Oui, pour pouvoir semer dès maintenant en février. Donc semer alors les poireaux, quelques salades, quelques choux, les aubergines, les tomates, pourquoi pas, les piments, parce que les piments se développent énormément. Le piment. Le piment, parce que d'une part, c'est une très belle, c'est beau, c'est une plante qui est très belle. C'est vrai. Les fruits sont magnifiques. Oui. Bon, la consommation, on en mange beaucoup, on en consomme beaucoup moins que de tomates ou de pommes de terre, mais c'est très ornemental, d'une part, et maintenant, c'est vrai que la cuisine moderne utilise le piment. Hein. Quand on voit le renouveau du piment d'Espelette, je suis allé en novembre à Espelette, il y a 10 ans, ils s'en vendaient pratiquement plus, là, maintenant. Ils sont bien repartis. Il y a une demande. Et un produit de qualité aussi, hein. Voilà. De toute façon, lorsque l'on fait de la qualité, voilà. Moi, je préfère avoir de la qualité plutôt que de la quantité. De toute façon, je pense que il y a des mouvements, on le voit dans certains, il y a des mouvements véganes notamment, ou autres, mangent des légumes ou des fruits, mais de qualité, peu mais de qualité. Bien sûr. Voilà. Bon, maintenant c'est un choix, et je pense qu'effectivement tout le monde est gagnant, parce que produire beaucoup, bon, c'est bien, ça épuise les ressources naturelles. Oui. Et puis si on peut vivre aussi bien en mangeant moins, pourquoi pas? Et de meilleure qualité, c'est encore mieux. Voilà. Et donc c'est vrai que moi j'ai un ami qui est traiteur, quand il me dit je fais qu'avec des produits de qualité. Il les choisit. Il dit je me fais pas livrer, je vais les chercher. Il veut les voir. Et voilà. Oui. Et elle me dit il dit j'ai une clientèle qui attend la qualité. J'ai perdu la clientèle qui aimait gros et pas cher. Il dit tant pis. De toute façon il dit ça rapportait pas ça. Ou alors faut le faire en très très grosse quantité. Voilà. Donc c'est un choix qu'il a fait. Il préfère faire de la qualité avec des légumes de qualité, des viandes de qualité, des poissons de qualité. C'est en tout son honneur. Hein. C'est un choix. Voilà, c'est un choix. Tout à fait. Oui, ça c'est vrai. Exactement. Donc pour revenir, si on veut faire des légumes de qualité et tôt, donc il faut les chauffer un peu, il faut aider un peu la nature. Donc effectivement le châssis chaud sur fumier ou alors électrique, on en parlera aussi effectivement. On gagne pas mal de temps effectivement. Si on attend qu'il fasse très très beau, il peut faire beau qu'au mois de mars, hein, et encore. Mars, avril, mai, oui. Voilà. Donc, pour construire donc un châssis chaud ou une couche chaude, il faut jamais perdre de vue, c'est toujours cette histoire avec le bras, aller au milieu avec le bras. Donc, 1m20, 1m30 maximum de largeur. Alors déjà, Pascal, c'est vrai qu'avant, il faut quand même savoir bien l'orienter, quel endroit que vous allez le mettre. Alors, il faut il faut pouvoir tourner facilement autour après. Pour X raisons. Déjà rien que pour ramener le fumier lorsqu'on veut en remettre l'année d'après ou autre, il faut pouvoir déjà, et même enlever celui qui est épuisé, hein. Donc il faut pouvoir arriver avec une brouette ou du moins quelque chose, un contenant. Il faut de la place, pour travailler il faut de la place, il n'y a pas de secret. Hein, voilà. Et en plus, dans un endroit où il ne bougera pas, si on ne construit pas un châssis pour une année, on le construit tant qu'à faire. Pour 10 ans. D'ailleurs, certaines personnes le construisent en dur, en parpaing ou en brique.
Et là, ça dure, c'est éternel, pour ainsi dire. Hein. On en voit, hein. Pourquoi pas. Moi, j'ai choisi le bois. C'est voilà, chacun son. Oui. Voilà. Un châssis en bois. En bois, tout à fait. En planche de 25 mm. Ça dure un petit bout de temps déjà. Oui, déjà, oui. Tout à fait. Voilà. Alors donc, il faut prévoir, ne pas dire j'arriverai facilement, parce qu'on fatigue très vite. Donc, 1,20 m de large, 1,30 m maximum. Utile, je parle. Hein. Donc, ça suffit amplement. En longueur, on peut faire la longueur que l'on veut. Hein. Ça, c'est faire 2, 3, 4, 5, 6. Mais je te reprends, tu fais ton châssis en bois, c'est-à-dire, c'est tout autour de ton châssis, c'est que du bois. C'est du bois, oui, tout à fait. Ah oui, d'accord. En plus, j'ai mis de l'isolant, moi, pour parce qu'il y a deux solutions pour empêcher le froid de rentrer, c'est ou mettre de la paille tout le tour ou du fumier. Oui. Mais il faut en mettre une certaine épaisseur. Oui. Puis il faut l'enlever de toute façon. Donc moi, j'ai dit, je vais l'isoler par l'extérieur avec un produit imputrescible qui est vissé dessus. Donc, et qui ne bouge pas. Voilà, tout à fait. On fait ce qu'on veut, hein, chacun. Oui. Et puis, il y a ce qu'on appelle des châssis de fortune. Il y a des personnes, par exemple, qui le couvrent avec des vieilles fenêtres dessus. Pourquoi pas, si on a des fenêtres de récupération, pourquoi pas. Moi, ça me choque pas. Moi, je n'aime pas faire ça. J'aime bien faire du neuf. Donc, voilà. Oui, et puis il faut que ça soit agréable à regarder quand même. Parce que moi, j'ai remarqué parfois dans certains endroits, notamment dans les jardins familiaux, vous savez, lorsqu'il y a plusieurs jardins ensemble, on voit un peu de tout. Je trouve que c'est un peu dommage. Oui, voilà. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, je trouve que c'est un peu dommage. Donc, il y a quand même beau et bon, c'est quand même pas mal. Voilà. Et une planche, ça vaut quand même pas une fortune. Hein. C'est là pour 10 ou 15 ans. Une planche de 4 mètres sur 20 cm de haut, de 25 mm, ça vaut 6 euros, 5-6 euros, pas plus. Donc, voilà. Donc, toujours, on va commencer par le châssis donc par lequel on va creuser. Vous faites une fosse. Oui. d'1,20 m, 1,30 m de largeur comme vous voulez. Alors de 40 à 60 cm. De profondeur. D'accord. La terre de surface, la bonne terre, vous la mettez de côté pour la remettre ensuite dessus. Oui. Voilà, ça celle-ci, il faut la garder, hein, pour les semis notamment. Vous remplissez votre fosse de fumier frais de cheval. Moi, je mets que du fumier de cheval. D'autres fumiers chauffent très fort, comme le fumier de vache et autres, mais moins longtemps. Un châssis en fumier de cheval va chauffer pendant pratiquement 2 mois. Donc, c'est intéressant. Si on le fait maintenant, on est poussé jusqu'au mois d'avril. Parce que voilà. Donc ça, c'est une chose. Alors, si vous êtes dans une région où il y a des petits mulots, des choses comme ça, creusez une fosse un peu plus grande, et prévoyez des parpaings tout le tour, ou des planches à l'intérieur pour ne pas que les petits mulots viennent manger vos racines par-dessous. Ah oui. C'est comme il y a du fumier, ils adorent ça. C'est chaud, ils adorent. Ah ben ils sont bien là. Oui, c'est à 25 degrés. Ah là là, c'est le spa là. Voilà, tout à fait, exactement. Ah chouette, gratuit en plus et tout, hein, la chaleur. Donc là, vous remplissez votre fosse de fumier, vous le tassez bien, vous l'arrosez. Moi, je mets que du fumier pur. Certains mettent des feuilles mortes dedans, broyées à la tondeuse ou autre. Hein. Oui. Ça tient plus longtemps, pourquoi pas, c'est vrai. Hein. Le fumier pur, ça ne brûle pas. Allez, les premiers jours, ça monte à 60-70 degrés dans le cœur quand même. Oui, oui. Mais bon, voilà, on s'aime pas tout de suite dessus. Hein. Ah oui, voilà. Donc, oui. Vous faites votre fosse, vous la remplissez. Ensuite, vous faites votre châssis autour en planche, tout le tour, avec une pente. C'est-à-dire que par exemple, sur le dos, ce qu'on appelle le dos, c'est face à vous. Vous allez faire de 40 cm de haut, 2 planches de 20 cm, avec une pente jusqu'à 30 devant, pour la pluie, d'une part, et aussi pour le soleil. Moi, la pente est face au soleil levant. C'est-à-dire que les rayons tapent sur la vitre directement, ça chauffe mieux le matin. Alors ça c'est pareil, il faut y réfléchir quand même. Oui. Ah, toutes ces choses-là, bah oui. Bon, c'est pas d'obligation, mais effectivement le matin ça chauffe plus vite si la vitre est penchée vers le soleil, parce que c'est une histoire d'angle. Plus la pente va être forte, plus le rayon va taper à 90 degrés, donc pénétrer directement. D'accord. Voilà, ça c'est... C'est les petites astuces que nous donne Pascal, hein, en direct à l'antenne de Radio Puisalène. Voilà. Donc vous fumiez dedans, c'est bien tassé. Alors pour le dessus, il y a plusieurs solutions. Vous faites ou un cadre en bois avec de la bâche, pourquoi pas, ou certains utilisent des plaques de polycarbonate, vous savez, ce truc translucide là. Je suis pas un fan, ça condense beaucoup, je trouve, moi. Voilà. Oui, parce qu'il faut quand même... Il faut pas qu'il y ait trop de condensation. Hein. Sinon les plantules, à l'œil, vont pourrir. Voilà. Il faut un peu d'air, il faut de l'air dedans. Tout à fait, oui, en plus, mais ça, il faut tout. On va prévoir. Donc l'idéal, c'est de mettre des charnières vers le côté le plus haut. Oui. Ils sont pour pouvoir lever devant et caler quelque chose pour aérer. D'accord. Voilà. Donc ça c'est fait, vous avez fait votre châssis. Vous remettez votre terre de surface sur le fumier. Oui. Donc environ 15-20 cm, ça suffit. Hein.
ou du terreau que vous achetez si vous voulez, pourquoi pas, ou mélanger d'ailleurs. Mélanger terreau, ça c'est un choix. Un bon petit mélange. Chacun fait ce qu'il veut, oui. Pourquoi pas. Mm-hmm. Et lorsque vous allez arroser votre fumier, dans les quelques jours qui vont suivre, le cœur va monter à 60-70 degrés. Ça dure une semaine, 10 jours environ. Ensuite, il tombe à 25 degrés et là, il tient environ un mois. Donc pendant un mois à 25 degrés. Pour notion, la température idéale de levée du piment est de 25-27 et l'aubergine aussi. Donc on est dedans complètement. Alors, comment vous le savez? Vous mettez un thermomètre dedans? Oui, il vaut mieux avoir un thermomètre dedans. D'accord. Un thermomètre, forcément. Alors, il y a deux solutions, ou suspendu à l'intérieur. Oui. Parce que si c'est un thermomètre, ce qu'on appelle que l'on enfonce dedans pour prendre la température de la couche, ça vous donne la température du sol, mais pas celle de l'extérieur tout de même. Oui. Voilà. D'accord. Il peut y avoir une énorme différence. Ok. Moi, dans mon châssis électrique, j'ai une sonde dans le sable et une au-dessus. Et il y a une différence qui est énorme. C'est pour calculer. Pour calculer, voilà. Oui, pour savoir un petit peu, oui. Et donc, les 10-15 jours après, vous pouvez semer dans la terre directement vos salades, vos tomates, vos choux, vos poireaux, vos plants de poireaux, qui vont lever très très vite. Vous gagnez 15 jours, 3 semaines. Quand même. Et en toute sécurité. Oui, c'est ça. En toute sécurité. Parce qu'avant qu'il gèle dans un châssis, vu la température de 25 degrés qui monte du sol, puisque la chaleur monte de toute façon, donc elle va se coller en haut, donc le froid ne peut pas rentrer. Et s'il fait très très froid, vous entourez votre châssis de paille. Oui. Vous mettez des bottes de paille tout le tour, et avant qu'il gèle. Alors on a un exemple dans la région à Cutts où une maison est en construction, toute isolée en paille. Je l'ai vu. Et c'est une première dans la région, mais c'est un beau chantier, je trouve. J'ai eu la même réflexion que toi. Ouais. C'est vrai, je me suis dit, mais c'est bien, mais c'est assez curieux quand on voit ça. Et comme tu dis, c'est la première dans la région. Oui, tout à fait. Oui. La paille en France, vu les surfaces cultivées, on en a. Oui. De quoi isoler. Oui, c'est vrai. Il y a toute une technicité. Le jardinier, il met des bottes de paille autour de son châssis, ça suffit amplement. Oui. Voilà. Ou alors l'autre solution, c'est de mettre du fumier aussi sur des bords. Vous mettez du fumier tout le tour, il va chauffer, ça même encore plus, il va chauffer même carrément. Oui. Pourquoi pas. Donc ça, c'est le châssis enterré. D'accord. Ensuite, il y a le châssis hors sol. Donc vous faites une couche de fumier hors sol dessus, donc 50-60 cm, pour pouvoir justement poser des bottes de paille au cas où. S'il fait froid, le tour. Il faut toujours avoir des bottes de paille quand même de côté, quand même, oui. Parce que c'est quand même un bon isolant, la paille. Moi, franchement, jusqu'à maintenant, j'ai pas utilisé. D'accord, bien. Donc, voilà. Effectivement, si on nous annonce un jour, parce qu'il peut très bien avoir moins 15 degrés en pleine nuit au mois de mars, début mars. Tu es quand même dans peut-être un endroit, éventuellement, ça c'est important aussi, peut-être protégé, Non, au contraire, je suis dans un endroit froid. Avant qu'il gèle dans un châssis. Oui. Oui, c'est vrai. Oui, tout de même. Oui. Bon, effectivement, il fera moins chaud, mais la plante ne gèlera pas, ça va la ralentir. D'ailleurs, ça peut que la renforcer on l'endurcit, lorsqu'on la met au froid un peu. Ça l'endurcit, elle pousse moins vite. L'an dernier, le système électrique que j'ai fait, les plantes allaient trop vite. Elles avaient trop chaud la nuit, elles étaient à 20 degrés la nuit, effectivement, c'était beaucoup trop. Donc j'ai recalculé pour faire baisser à 12-14 degrés, c'est ici un mois ou deux, quoi. Oui, parce qu'une fois que ta plante, elle est poussée en hauteur, c'est trop... Mais il faut la planter. Oui. Et donc, c'était trop en avance en dernier. Oui. Il faut la planter, donc c'est pas un problème, ça. Et donc, c'est le même système, sauf que vous faites hors sol. Alors, vous dites, bon, effectivement, l'avantage, il n'y a pas à creuser. Ça peut être non négligeable tout de même, parce qu'effectivement, creuser 40-50 cm sur 1 mètre carré, ça va, mais si vous faites un châssis de 10 mètres de long, ça fait de la terre à évacuer. Et puis, bon, pourquoi se fatiguer quand on peut faire sans se fatiguer? Oui. Le jardinier. Plus il regarde, moins il en fait, mieux c'est pour lui. Et puis le temps qui est économisé à ne pas creuser, on peut le passer, à faire autre chose. Voilà. Donc ça ça marche très bien. Alors l'avantage du fumier qui sert à faire une couche, au bout de 2 mois, il est en humus, parce qu'il est quand même couvert par de la terre, il est couvert par un châssis de toute façon, donc il va très très vite, il mûrit très vite. D'accord. Et moi je m'en sers pour amender mes plantes après, au bout de 2 mois. Je défais systématiquement tout de suite. Ça améliore le sol. De toute façon, il y a toujours dedans des produits dont les plantes sont friandes. Ça marche très bien comme ça. Ça marche très bien. Voilà, c'est une solution. Après, il y a les solutions des châssis électriques. Donc, j'en ai fait un l'an dernier, parce que je pouvais pas bouger 5 ou 10 tonnes du fumier. J'avais les petits soucis. Ça donne un coup de main ou pas? Ça marche. Oui, ça marche. Ah oui, moi je l'ai fait au début. Certaines personnes ont ri carrément.
parce que j'avais issu ça d'un système de trame chauffant de bâtiments industriels. Hein. Donc ce sont des trames qui font 7 mètres de long sur 1 mètre de large. Qu'est-ce que tu appelles des trames? Un câblage qui est mis en zigzag et qui est fixé sur une trame, sur un tissu. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est prédéterminé, ça fait 7 mètres de long. C'est comme ça, c'est une norme, ça fait 1 mètre de large. Et donc on les noie dans le béton pour faire chauffer dans les bâtiments industriels. D'accord. Et c'est une puissance, il y a 2 puissances sur pratiquement tout, c'est 275 watts ou 550 watts. Et je peux vous dire que ça se pilote très très bien. Moi, je l'ai piloté avec un thermostat une radiateur électronique. Je pourrais même le piloter avec mon téléphone. D'accord. Donc oui. ça. Oh bah oui. Maintenant avec la nouvelle technologie, que fait-on? Donc on peut programmer, à savoir si je veux savoir la température qu'il y a dans mon. Je suis à 500 km, je peux interroger la température de mon châssis. Ça c'est bien ça. Oui. Ça me sert pas à grand chose. Voilà, mais on peut le faire. Mais effectivement, c'est vrai que c'est beaucoup moins lourd que le châssis avec du fumier. Ça a un coût tout de même. C'est quand même plus onéreux. Par contre, c'est en place parce que les trames qui sont coulées dans le béton durent 25-30 ans, même plus. Alors, tu l'as mis où, cette trame de béton? Alors, tu vas me dire, je suis curieuse. Non, mais au contraire. Donc, ce châssis électrique est dans un tunnel, donc déjà protégé. Ah, d'accord. Donc, j'ai mis le niveau, j'ai isolé dessous, j'ai mis des planches sur le côté, il fait 60 cm de hauteur, isolé sur l'extérieur. Une couche de sable gras, sable à lapin, dans la région on appelle ça, donc nivelé, vraiment nivelé à la règle, tassé. J'ai mis la trame électrique, j'ai remis 5 cm de sable nivelé, tassé. C'est branché sur des thermostats, je dis je veux 20 degrés, il y a 20 degrés. D'accord, et donc tu peux semer au-dessus de ça? Je sème dessus. Tu sèmes dessus? Donc je sème dans des godets, dans des plaques, ou dans des terrines, ce que vous voulez, posé sur le sable. D'accord. Et là, on peut, pour les aubergines, s'il faut 25 degrés, je programme 25 degrés, il y a 25 degrés dedans. Ah, ça c'est chouette ça. Hein. Oui. Alors, un châssis à faire avec des planches pour le fumier va vous coûter quelques dizaines d'euros si vous n'avez pas les planches. Avec l'isolant que j'ai mis sur l'autre et le matériel, en gros, mes revenus l'an dernier, je crois que c'est dans les 600 euros, quelque chose comme ça, mais j'ai 7 mètres carrés. Alors, 600 euros là, mais après, tu as la facture d'électricité, non? Ça consomme, puissance maximale 550 watts. Allez, on va dire qu'il chauffe 8 heures par jour, ça fait 4 kilos par jour. D'accord, oui, tu as calculé tout ça, hein, de façon à... Moi, sur 1200 pieds de tomates multipliés par 2, plus les aubergines, en gros, j'avais 3500 plants, ça m'a coûté 270 euros d'électricité. Mais au moins, tu as un bon résultat. Quoi. Vu ce que l'on fait pour l'exposition, on n'a pas droit à l'erreur. Voilà. Si ça gèle, on ne peut rien. La saison est finie. C'est ça aussi. Avant de commencer. Donc voilà. Mais je veux dire, non, c'est pas... En gros, ça fait même pas 1 centime par plan. Disons que pour toi, c'est une protection quand même, parce que c'est vrai, comme c'est une sécurité. Oui, c'est une sécurité, voilà. Mais au fumier, vous aurez la même sécurité. Hein. Voilà. Bon, maintenant. Puis vous pouvez même, si vous voulez, effectivement, le problème des châssis, c'est l'aération. Il faut aérer dans la journée. Il y a des systèmes de pistons avec un gaz dedans que vous mettez sur le châssis. Vous placez ce système-là, et donc le gaz se dilate et ouvre. Ah oui. Et se referme. C'est ce que tu as dans ton... Moi, j'ai pas ça parce que j'ai tout un système de ventilation. Aussi, oui. C'est vrai que c'est pas facile quand même parce que il faut connaître, mais il faut être toujours là aussi présent. Il faut tout le temps que tu sois, c'est comme un bébé, hein. Tu surveilles ta petite plantation, tu y vas tous les jours, tu regardes, voilà. Comme tu dis, hein, c'est plus agréable quand même d'aller dans ta serre abritée plutôt qu'à l'extérieur et que tu sois à l'air pur. Enfin, t'as les deux, quoi. Là, cette année, on prépare ardemment de battre le Guinness Book. Oui. Donc, pas droit à l'erreur. Ah oui. Si on le fait, on y va, quoi. On y va franco. Oui. Donc, on est à 4 ou 5. On est 5 d'ailleurs. On est 5 et s'il y a une erreur quelque part, c'est terminé. Alors, tout se fait chez toi, Pascal, hein? Alors, non, il y a... Ah. Avant, je faisais tout seul. Oui. Maintenant, nous sommes 5, donc il y a une partie qui est faite chez Benjamin dans le nord du département. Oui. Benjamin, notre météorologue. Une partie qui est faite dans le Var. Donc là, il n'y a pas trop de problème de gel normalement. Une partie vers Reims, carrément. Donc ça, c'est Philippe. Et une partie à Boulogne-sur-Mer. Donc, je pense que cette année, à nous 5, on va 2500 variétés de tomates, on va faire. D'accord. Donc il y a
un partage de tout ça, du travail à 5 personnes. Oui, tout à fait. Et donc, ça permet de diluer les risques, parce qu'il peut très bien y avoir un orage chez moi qui fracasse tout, Oui. et puis il n'y aura rien chez Benjamin ou chez Philippe, ou ailleurs. Bon, Bruno dans le Var, lui, est très peu exposé au grand froid, mais il peut avoir des orages avec le Mistral qui peuvent être dévastateurs. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites la même chose, chacun son endroit différent, non? Nous ne faisons pas les mêmes variétés. Ah, d'accord. Voilà. Le but, c'est d'en faire le maximum. Donc, Et pas la même variété. Donc chacun, vous avez une variété complètement différente alors. Ce que tu oui, dis. on a certaines, puisque en exposition, il y a quand même, on le fait pour le public. Oui. Donc le public a une demande. Il y a des modes. Mhm. On a eu la mode des jupes courtes, les jupes longues, les cheveux longs, les cheveux courts, Oui. la mèche sur l'œil, tout ce qu'on veut. Oui. En matière de fruits et légumes en exposition, il y a des modes aussi. Oui, d'accord. Depuis 2 ans, c'est les tomates bigarrées, bicolores, tricolores, qui attirent l'œil. Les oranges et rouges, les noirs et rouges, les vertes et jaunes, les jaunes et oranges. Voilà, bon, c'est Les comme noirs. ça. Voilà, c'est vrai que les tomates bigarrées sont belles, c'est vrai. Elles sont bonnes en plus, généralement, les bicolores sont très bonnes aussi, c'est un fait aussi. Et donc, on essaie de suivre la demande du public. Oui, alors quand c'est des expositions, là tu ne vends pas. Non. D'accord. Là c'est juste exposé. Nous présentons les fruits. Alors, nous envisageons pour les semences, c'est envisagé, rien de fait encore, puisqu'on a de grands reproches, c'était de ne pas vendre sur les fêtes. Donc, comme nous sommes une association, on va peut-être faire une forme de souscription. C'est-à-dire que la personne verra des fruits et dira, moi, j'aimerais bien avoir des graines de ce fruit-là. Il y aura des bordereaux, il les remplira, on lui mettra de côté, les graines. À l'avance. Et nous, ça permettra aussi de gérer mieux à l'avance. D'accord. Déjà d'une, parce que des demandes, il y en a... Beaucoup. Ouais. Ouais. Tant mieux. Oui. Non, même à titre d'échange avec d'autres collectionneurs, c'est sans arrêt. Là, il y a 3 messages qui sont arrivés depuis qu'on parle sur mon téléphone. C'est sans arrêt parce que peut-être qu'un collectionneur, là, il y a un collectionneur américain qui recherche une variété pour un collectionneur français. Alors je lui ai demandé le nom c'était une collectionneuse française. Je dis mais donne-moi son nom, peut-être que je connais. Quand il m'a donné le nom, je dis d'accord, je sais qui c'est, je l'ai envoyé directement. Est-ce qu'elle pensait pas qu'en France on pouvait la trouver? Oui. Voilà. Alors Pascal, oui, là on était bien parti en ce qui concerne le jardin, le petit jardin de Radio Puisalène, tout ce que l'on doit faire. Oui, donc le but de faire tout cela, c'est de préparer les semis. Est-ce que les semis oui. Tout commence par la graine. Exactement. Tout finit à la graine aussi, de toute façon. Alors là, c'est vrai que tu étais en train de nous dire, de développer. Vous avez quand même un site. Donc, ce qui fait, c'est que ça a complètement changé dans le milieu. C'est plus comme l'année dernière. Là, vous avez développé votre site. Ce qui fait, c'est que toutes les personnes peuvent aller sur votre site et commander. Oui. Alors, ça répond à plusieurs critères. Beaucoup de demandes. Et le public ne comprenait pas qu'on ne puisse pas acheter ce qu'on présentait. C'est des variétés de collectionneurs, nulle part. Ben oui. Hormis chez des collectionneurs. Mais où? Des gens comme nous, vous vendez pas. Non. C'est un petit peu frustrant. Voilà, oui. Beaucoup nous ont dit, notamment, il y a un monsieur qui est venu voir 2-3 fois assez récemment encore, il m'a dit, mais dis, je suis un gosse devant ta boutique de jouets. Ouais. Bah oui. Mais on me dit, touche pas. Voilà. Et non, mais c'est vrai. C'est un monsieur qui est russe en plus. Alors, avec son accent, tu me dis, touche pas. Tu peux que regarder. Mais tu touches pas. Dis-moi, j'ai envie de toucher. Donc, le site, ça répondait à ça. Il y a eu ça. Il y a eu aussi le fait que on veut rester indépendant de toute aide publique. Oui. Donc, il faut bien se financer. Oui, il n'y a pas de secret. Lorsque l'on plante des plantes de tomates dans la rue ou lorsqu'on fait des expositions, ça a un coût. Les déplacements, les véhicules, et plein de choses. Et puis même de faire de la recherche, ça coûte énormément. C'est beaucoup d'investissement. Là, ce matin, j'ai reçu une commande de variétés très rares que j'ai commandée chez les Amis. Chez les Amis, c'est une communauté américaine qui est relativement fermée, qui vit en autosuffisance. Ils produisent leurs céréales. Quand il y en a un qui construit une maison, c'est tout le village qui construit la maison. Là, ce sont les Amis, ils sont connus pour ça. Donc j'ai réussi à en avoir 41 variétés. Ça a un coût. Voilà. Alors, c'est vrai ce que tu dis, c'est très important quand même, parce qu'avec votre site internet, on peut commander dans le monde entier. Ça, c'est très important. On envoie en Russie, en Lettonie. Voilà. Le seul endroit où on a refusé d'envoyer assez récemment, c'est en Malaisie. Nous soupçonnons de monsieur de vouloir nous escroquer. Parce qu'il voulait des grosses quantités. Il voulait faire du business, on a dit non. Voilà. Oui. Justement, la vente de semences non inscrites dans les catalogues officiels ne peut être faite que par des associations ou des amateurs, mais sous certaines conditions. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de vendre en grosse quantité. Oui. Par exemple, tu es professionnel, tu me dis, moi, j'ai 1 kilo de semences de tomates, ça fait 400 000 graines, je n'ai pas le droit.
Tu vends uniquement pour le particulier. Au détail, c'est bien écrit dessus. Il y a un avertissement, variété réservée exclusivement aux jardiniers amateurs. Voilà. Alors, il y a une tolérance qui refait jour. Le maraîcher qui va cultiver et vendre en direct peut cultiver ces variétés. Mais en aucun cas, on pourrait le trouver dans le commerce traditionnel, c'est-à-dire supermarché ou avec un intermédiaire. Et je dis bien, c'est une tolérance. Oui. Est-ce que tu vas contrôler sur place? Parce que comment tu le sais justement qu'il y a le milieu de la tomate est assez, à 30, ça y est, c'est dans ma 35e année dedans maintenant. Oui, d'accord. J'habite dedans. Je ne suis pas idiot. Il y a des noms que je vois passer, je sais que ce sont des professionnels. Voilà. Mais même si, d'une part, on a le refus de vente, on ne peut pas, parce que le type peut très bien me dire. Alors, ils commandent pas au nom de leur société, ils commandent à leur nom à eux propre. Le type me dit, moi je suis collectionneur, aussi je suis professionnel, mais collectionneur. On n'a aucun moyen de le savoir. Voilà. Il y a des commandes qui viennent de Russie, de Lettonie. Là, on sait que ce sont des professionnels, mais ils n'ont pas les mêmes lois que nous. Donc, eux, c'est légal. Donc, on peut pas s'y opposer. Eux, ça leur permet d'étoffer leur collection. Et l'année prochaine, ils revendront ces graines-là ailleurs. Mais ça, c'est là où est très important le site internet, ton site. Ce qui fait, c'est que, voilà, bah oui, c'est dans tout le monde entier, dans toute la France entière, dans tout le monde entier. Ce qui fait, c'est qu'il va falloir approvisionner tout ça. Alors, on n'est pas là pour faire du business à outrance, loin de là. Par exemple, il y a des variétés. Il y en a une qui m'a été donnée par une dame russe, qui est professionnelle, mais néanmoins collectionneuse. La famille Siderenko, qui est une famille, elle, c'est la 3e génération dans la tomate, tout de même. Elle m'a donné une tomate qui s'appelle Linnaeus. Linnaeus est un botaniste qui a écrit le premier article en 1654 sur la tomate. Donc, c'est pas d'aujourd'hui. Elle l'a baptisée comme ça. Elle m'a donné une graine l'an dernier, 2-3 graines l'an dernier. On l'a faite, elle est magnifique. Donc, on l'a reproduite. Donc, cette année, on a 8 sachets à vendre. Que 8 sachets? 8 au niveau mondial. Alors, 8 sachets à vendre, de combien de graines à l'intérieur? De 10 graines pour celle-ci. Donc, vous voyez, ce sont vraiment de la collection. Et les gens qui la commandent, ce sont vraiment des connaisseurs. Ils savent ce qu'ils veulent. D'accord. Ils veulent bien, ils veulent celle-là. Voilà. C'est très ciblé, hein. Il y a un monsieur d'or qui m'inquiétait, parce qu'il a passé plusieurs commandes, donc je finis par lui téléphoner, lui poser certaines questions. Il m'a répondu ce qu'il a voulu. Moi, je soupçonne d'être un professionnel. Il m'a dit non. J'ai dit, écoutez, je vais citer le nom que je pensais pour qui il était. Il m'a dit non. J'ai aucune preuve. C'est vrai. Bon, on le saura l'année prochaine. L'année prochaine, si le professionnel que je soupçonne être vend toutes ces variétés, on aura compris. Mais c'est bien, dans un sens, ils s'intéressent à la biodiversité quelque part, parce qu'ils essaient d'avoir des variétés. Parce qu'en fait, les semenciers professionnels ne peuvent commercialiser, ou même les maraîchers professionnels ne peuvent commercialiser que des variétés qu'ils obtiennent auprès de professionnels. Donc c'est un cercle vicieux, ils tournent entre eux. Donc des hybrides fins, bon, peu importe. Des tomates industrielles, en ce qui concerne la tomate. Mais puisqu'ils s'ouvrent vers autre chose, laissons-le faire. Je veux dire, ça, quelque part, c'est pas mal. Oui. Parce que un professionnel qui dit je veux telle variété, il l'a vu, il est professionnel, donc il a un œil du professionnel, il sait qu'elle va plaire. Il connaît le descriptif qu'on en a fait. Tout. Ça se trouve, il est même venu nous voir sur les expositions. Oui, d'ailleurs, celui que je soupçonne dans ses commandes est venu me voir à Saint-Jean-de-Borgard. Oui. Il m'a demandé de travailler pour lui. D'accord. Donc je lui ai dit non. Mais il revient par une autre porte sous un autre nom. Voilà. Mais au moins, il le fait. Donc la démarche, quelque part, elle me plaît parce que plutôt que de rester dans son carcan industriel, il essaie de faire autre chose à côté. Il s'ouvre, voilà. il ouvre un petit peu son... Et comme ils vendent les graines aux jardiniers amateurs aussi, quelque part, par ricochet, l'année prochaine, ils vont en profiter. Et dans les années qui viennent aussi. Oui. Alors, là, c'est pareil. Bon, c'est quand même les graines de ton association. C'est pas grave. Le but, c'est d'inonder le monde. Tout à fait, oui. Le but, c'est pas de garder pour nous, ça aucun. C'est très bien. Si j'avais un Van Gogh chez moi, je le mets dans ma cave et que dans un coffre-fort, et que je regarde pas, quel intérêt? Si je l'ai, oui, effectivement, pourquoi pas. Tandis que là, cette tomate, la Linnaeus, là, on était en Europe les seuls à l'avoir. Donc cette ruche, déjà me l'a offerte, c'est très gentil. J'ai une autre chose, bien sûr, on a changé de chose. Hein. Oui. Mais donc là, tant qu'à faire, donc on la montre au public, elle est magnifique, elle est bonne. Le public l'a remarqué. Et donc cette année, on a eu très peu de fruits parce qu'on s'attendait pas à ce succès-là sur cette tomate. Elle a très peu de graines. En gros, c'est de l'ordre dans un fruit, il y a 8 à 10 graines, pas plus dans un fruit. Donc voilà, il y a des tomates où il y a 200 graines dans un fruit. Donc il y a un monsieur qui a commandé une variété. Il a envoyé une commande pour une variété. Donc c'est très ciblé, c'est ce qu'il veut. Il a trouvé nulle part ailleurs. Et donc on peut très bien, toi tu peux nous envoyer un mail en disant voilà, je cherche telle variété. Donc nous on regarde dans notre banque de données si on l'a ou pas, parce qu'on a nos petits secrets à nous. Oui, bien sûr. On ne montre pas. En gros, à nous tous, les 5, on doit avoir entre 4 et 5 000 variétés de tomates.
quand même. Sur le site, pour l'instant, on a 350 présentés, donc vous pouvez très bien demander autre chose. Oui, parce que, comme tu dis, tu as les variétés de l'association Cultive ta rue, mais tu as d'autres variétés de d'autres associations. Oui, mais que l'on met à disposition, ça pose voilà. Aucun problème. Et le problème, c'est que pour mettre des variétés en ligne, il y a un travail énorme de photographie déjà. Il faut avoir fait des photos l'année d'avant, ou 2 ans avant, ou peu importe. De recherche, parce qu'on peut pas écrire n'importe quoi. Ouais. Et puis, il faut créer des fiches, il faut faire vivre un site. Et là, justement, il y a eu un mail qui est arrivé, on pose la question de savoir comment le site interactif. Donc, en fait, sur le site Cultive ta rue, il y a 2 solutions. Vous allez sur la liste alphabétique A, B, C, D. Donc, vous faites dérouler, ou vous avez des petits icônes, alors donc une tomate jaune, une rouge, et vous dites, je veux une tomate jaune, ronde, petite, qui vient de Russie. Vous cochez vos 3 trucs et ça vous sort ce qu'on a, nous, en banque, actuellement. Et si avec le nom et la photo. Et si c'est disponible, non? Elle est disponible. Elle est disponible, ouais. D'accord. Et si elle n'est pas en ligne sur le site, vous pouvez poser la question, on vous répond. Alors, ok, d'accord, vous répondez. Tout de suite, dans l'immédiat ou alors allez, en oui. gros, pour l'instant, on est noté 5 étoiles. D'accord. On répond entre 20 minutes et moins de 2 heures. D'accord, ok, ça c'est bon. C'est bon à savoir. Alors, si c'est disponible, je mets dans mon panier, c'est ça? Oui. Ah, d'accord. Voilà. Et je reçois combien de temps après? Alors, actuellement, on arrive à suivre, nous envoyons les commandes entre 24 et 48 heures. Ce matin, une commande qui est arrivée à 5h55 et 57 secondes, je crois. À 6h25, elle était en enveloppe et partait. J'étais en train de faire, j'avais l'ordinateur devant moi, je l'ai vu arriver, je dis, pendant que j'y suis, hop, ça part. D'accord. Voilà. Donc là, à partir de là, voilà. Alors, comme tu dis, est-ce qu'il y a des conseils aussi, justement pour le jardinier, on va dire amateur, parce que c'est vrai que tu dis le professionnel, oui, il connaît tout, mais le petit jardinier amateur, le professionnel, si on n'aura pas les mêmes cultures, même façon culturelle que nous, le jardinier amateur, donc il y a des articles sur la culture des tomates, sur les plantes de compagne, sur comment on les cultive nous. Il y a des icônes, tout est écrit. Tout est écrit. Et n'hésitez pas à poser des questions, parce qu'effectivement, on a un monsieur qui nous a posé un tas de questions là, de Saint-Jean-d'Angély. C'est plaisant parce qu'au moins... ça veut dire que il s'intéresse. Voilà. Et ça, c'est très important pour vous. Oui. Puis en gros, il me posait une question que j'avais abordée une fois, qu'il avait des hybrides F1 l'an dernier. Bon, pourquoi pas, c'est son problème, il a le droit. Il en avait 2, parce qu'elles étaient résistantes. Mais elles sont pas bonnes. D'accord, ok. Donc il me demandait si on avait des tomates anciennes, résistantes. On expliquait de toute façon que les tomates, le mildiou, de toute façon, ça, qui résiste complètement, il n'y en a pas. C'est clair. À ma connaissance, il n'y en a pas. Hormis les tomates sauvages, mais qui sont pas très bonnes. Donc il y en a. En plus, elles sont toutes petites. Et en France, il n'y en a pas. De toute façon. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai que c'est les tomates avec du goût aussi. Voilà. Et donc ce monsieur me disait qu'il voulait reproduire, donc il n'avait pas fait de graines, qu'il en achetait. Mais en gros, il expliquait que ça coûtait très cher. Moi, effectivement, pourquoi pas. Mais j'ai dit qu'il bouture. Et donc, il me dit, mais si je bouture, ça va donner quoi? Je dis, ça va donner les mêmes fruits que sur le pied meilleur, parce que c'est de la bouture, donc, au niveau génétique, il n'y aura rien de changé. Mais il était tout content. Il dit, d'accord, je vais en faire 40 pieds, alors. On peut, oui, bouturer. Tout à fait, oui. La tomate se bouture très facilement. Prenez un gourmand, vous le cassez, vous faites un trou dans le sol, vous mettez votre gourmand, vous arrosez pendant 2 jours, il va faire la tête, il va se protéger, c'est-à-dire qu'il va se fêtrer, il va se protéger, en fait, il offre moins de surface au soleil pour pas se déshydrater. Puis au bout de 2 jours, il repart, donc il sera en retard par rapport à la plante mère, c'est sûr. Donc il produira tardivement, et surtout, il n'aura pas de maladie. D'accord. Ça, c'est clair. Ça, c'est bon à savoir. Tous les essais que j'ai faits, et je suis pas le seul, on est tous d'accord. Bruno, dans le Var, qui est quand même un ancien professionnel, mais à un très haut niveau, au niveau international, a la même conclusion que nous, ici, dans la région. Les tomates bouturées ne sont pas malades, ou très peu. Donc alors, autant faire un pied de chaque et puis de bouturer. Alors, c'est pour ça que en plus que ce sont des tomates de collection, on met pas 500 graines, nous. Il y a entre 10 et 15 graines. Mais les gens peuvent très bien reproduire. Et de toute façon, avec 10 pieds de tomates sur une variété, c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Oui. Et voilà, le but, je vous dis, c'est de faire découvrir à tout le monde la diversité. Et d'ores et déjà, on a inscrit donc encore pour Bruxelles cette année encore. Saint-Jean-de-Bourgard, c'est sûr et certain, nous y serons parce que je suis en contact avec Madame de Curel, le château là-bas. Tout à fait. Ça c'est, non, franchement, il n'y a pas que la tomate. En tomate, que nous, de toute façon, on va dire, mais c'est le rêve du jardinier là-bas.
Donc là, tu nous le conseilles d'aller là-bas, d'aller. C'est la plus belle fête d'Europe. Voilà, d'aller voir. Ah oui, c'est ça. De toute façon, la personne qui y va repart avec quelque chose. Oui. Il y a tellement de végétaux présentés, ou même de tout est pour le jardin. Mais je trouve que c'est une bonne idée ce que vous avez fait ton association. Ça, je trouve que c'est bien parce que justement, ça permet de savoir que oui, vous avez 1200, 1300, 1400 variétés. Toi, tu as 1400 variétés. Moi, là, je suis au-dessus de 3000 maintenant. 3000 variétés. 3000 variétés. J'étais à 2700, mais j'en ai acheté, donc je suis au-dessus, puis il y a les copains. Voilà. Et je trouve que c'est bien parce que ça permet justement, tu les as là. C'est bien, c'est peut-être à toi, mais tu permets justement de pouvoir partager. Ah oui, et donc les autres de l'association, que ce soit les deux Bruno, Philippe et Benjamin, donc nous avons une banque, l'association est la banque commune. Voilà. Et donc effectivement, Bruno dans le Var, je crois 2000 variétés, moi je suis au-dessus de 3000. Philippe, j'ai vu, il doit être aussi dans les 2000 et quelque chose. Bruno à Boulogne, idem. Si on met tous les à côté des autres, c'est des milliers et des milliers. Alors, ce sont des variétés de tomates qui ne sont pas les mêmes que toi. Certaines les ont en double, ou même en triple. Pourquoi pas? Parce que il y a ce qu'on appelle les souches. Notamment, je développe pour un Américain professionnel, je le fais bénévolement. Il m'a donné une souche à développer pour lui. Lui, il a continué à développer sa souche, mais sur la base qu'il avait. Moi, j'ai repris des graines d'un autre fruit l'année d'après. Ça a dévié complètement. Et cette année, il m'a dit, mais je veux ta souche. Qui est la sienne en fait, mais c'est donc ce qui lui a plu, c'est ce que ça donnait chez nous en France. D'accord. Pourquoi voilà, c'est tout. Elle est sortie plus belle, puis donc elle a été baptisée, elle est commercialisée. C'est ça qui est intéressant, c'est la génétique de la plante. Il y a ce qu'on pense que l'on peut faire, mais il y a la nature qui est là, qui a entre les gènes. Benjamin, s'il était là, vous en parlerez très très bien, entre les gènes récessifs, les gènes dominants, les gènes... on a des surprises extraordinaires. Oui, alors en fin de compte, c'est là d'où vient votre association de des cinq personnes qui sont avec toi, qui fait que vous avez la même passion de la tomate et vous avez chacune des variétés complètement différentes, des fois des doubles. Et ce qui vous fait, ce qui fait, c'est que c'est un petit peu ça la force de votre association. En plus d'une région à l'autre ou d'une terre à l'autre, le résultat n'est pas le même. On a remarqué par exemple que chez Philippe, donc qui est pas très loin de Reims, ces tomates sont beaucoup plus sucrées que les miennes. Ah voilà. Ah, oui, le sol est différent. Par contre, elles sont moins grosses. Moi, j'ai un sol argileux donc qui retient l'eau l'été. Les tomates sont beaucoup plus grosses, mais sont moins sucrées. Parce que le sucre, si vous mettez un sucre dans un verre de 10 centilitres et le même sucre dans 20 centilitres, ça sera moins sucré dans 20 que dans 10. Donc une tomate qui est plus petite, les tomates cerises sont très sucrées. Oui. Voilà, oui. C'est le même système. C'est moins dilué. Mais vous êtes toujours à la recherche de quelque chose de nouveau. Vous êtes toujours, toujours. Je pense, c'est un petit peu. De nouveau ou d'ancien, parce que comme cette fameuse Linolaeus, je la connaissais pas du tout. Je l'avais jamais vue. Donc les professionnels qui s'adressent à nous, comme j'ai vu encore cette nuit, ils voient des photos qu'on a mises, et ils me disent, mais elle leur plaît, point final, mais ils la connaissent pas en fait. Oui. Parce qu'ils n'ont pas accès à ça. Il y a tellement de choses qui sont dans des familles depuis des années, depuis des dizaines, des siècles parfois. Vu l'intérêt donc des pays comme la Russie qui ont été fermés très très longtemps, donc qui ont développé des choses extraordinaires en matière de tomates et d'autres végétaux. Les Amish, dont je vous parle des États-Unis, sont tellement fermés sur eux, ils ont développé des variétés extraordinaires et qu'on ne trouve nulle part ailleurs. On les trouve que chez eux. Ça, c'est intéressant aussi, ça. Très intéressant. Donc, l'avantage maintenant, puisque ça se démocratise un peu tout ça, on échange ce qu'on a et ce qu'ils ont. Voilà. Ce sont des échanges. Mais c'est bien. Oui. C'est bien parce que c'est vrai que c'est la terre, le climat, il y a toutes ces choses-là qui font que, L'an dernier, j'ai beaucoup échangé avec une indienne, mais une indienne d'Amérique, une indienne, quoi, qui s'appelle Hongwei. Ça veut dire l'autre personne, son prénom, et qui est une nana qui est complètement, ce que je dis barge, parce que elle a plein de choses dans la tête, elle fait des choses, elle croise des maïs anciens, des choses, truc de fou ce qu'elle fait, c'est fabuleux. Par contre, elle a pas accès, parce qu'ils n'ont pas les moyens, elle, dans sa tribu, à ce qu'on a nous en Europe, donc j'ai envoyé. Et donc, aussitôt, elle les croise avec ses variétés à elle pour en faire des choses. Oui, voilà. Alors, c'est quand même très enrichissant quand même. La limite, là, c'est la nature. C'est pas nous qui la faisons, c'est la nature.
La façon dont on procède, hein, oui. on modifie pas génétiquement les produits. Je ne sais pas faire d'ailleurs, je ne saurais pas faire. Alors c'est vrai que c'est bien cet échange, c'est bien aussi d'échanger justement le savoir de l'un et de l'autre. C'est très important aussi. Oui. Ah oui, mais et grâce quand même par Internet, parce que justement par Internet vous avez quand même les photos, vous avez quand même vous pouvez avoir des vidéos, vous avez tout ça, cet échange aussi qui est très important. Ça va beaucoup plus vite. Alors c'est bien, c'est moins bien, puisqu'on trouve sur... j'ai une personne qui me vient en tête, qui a commencé dans la tomate l'an dernier, et qui voudrait autant que moi, qui a 35 ans, et que de copains qui sont la même, qui sont plus en 5 mois encore. J'ai expliqué que ça se passait pas comme ça. Non, faut du temps. Et donc, à une époque, quand j'ai commencé il y a très longtemps, ça se passait pas sans Internet. Il fallait se débrouiller pour avoir des catalogues ou des photos qui veulent être amenées par des amis du Canada, de n'importe où. On écrivait. On se débrouillait pour écrire ou faire passer des mots, n'importe quoi. La personne vous répondait 6 mois après ou 1 an après, peu importe, ou pas du tout, peu importe. Si elle était d'accord pour vous vendre, vous alliez à la banque chercher des dollars, que vous mettiez dans une enveloppe dans du sopalin, ce qui est interdit d'envoyer de l'argent comme ça dans les enveloppes. Vous envoyez l'argent, puis vous envoyez les graines ou pas. Donc parfois, vous mettiez 1 an, voire des graines, ou pas du tout. D'accord. Maintenant, moi j'ai justement cette personne à qui je fais allusion, là, qui veut tout, a passé une commande chez une semencière américaine, elle n'avait pas la réponse dans les 10 jours, elle a annulé la commande, elle a dit que c'est une arnaque. J'ai expliqué, c'est pas une arnaque, non, elle a autre chose à faire qu'à répondre qu'à toi. Tout à fait. Ah oui, voilà, oui. D'où vient, Internet, voilà. Hein. Par contre, c'est vrai que ça a beaucoup d'avantages. Je dis comme par exemple, la personne qui pose la question sur les critères, effectivement, vous cliquez sur... Ça prend 3 secondes, vous sortez une photo. Et voilà. Petit jardin de Radio Pisalène, plein de choses à faire. Hein. Il n'y a pas que les tomates. Oui. Donc, on va pouvoir semer donc les carottes courtes. Alors il y a ce qu'on appelle les carottes grelots, là, ce sont petites carottes rondes qui viennent très rapidement. Bon, on va pouvoir les semer. Oui. Alors sous abri, donc sous un voile de forçage. Dehors, pourquoi pas. Les poireaux, bien sûr. Donc poireaux de printemps, poireaux d'été. Hein. Oui. Les poireaux d'hiver, on a encore le temps. Le céleri, on va pouvoir commencer à les semer vers le 15 février. Hein, donc toujours sous abri. Hein. Oui. Abri ou ce qu'on appelle en cassette, souvent, vous savez, ou des boîtes de polystyrène ou peu importe, avec un peu de. Si on n'a pas de mini-tunnel ou autre sur un bord de fenêtre, ça marche très bien. Oui. Ce qu'il y a dans la journée, il faut les sortir dès que c'est levé, sinon il file, ce qu'on appelle. Il cherche la lumière, il cherche l'aération. Oui, c'est vrai. Ça. Voilà. Et le fait l'air sur les feuilles d'une plante, ça les stimule. Et donc ça les renforce et autant. Donc il faut pas hésiter à les sortir. Pareil, certaines formes de chicorée frisée, on va pouvoir les semer, les choux de printemps. 15 février, on peut les semer sans problème. Hein. Même maintenant, si on est très très pressé, on peut. Hein. Courageux, si on veut aller dehors. On les sème maintenant. Le 15 mars, vous allez planter vos choux, quoi. Oui. 7 semaines après, vous allez planter. Hein. Donc pourquoi pas. Hein. Il vaut mieux effectivement semer plus souvent en petite quantité. Donc, par exemple, si vous semez 10 choux maintenant, et puis que dans un mois, vous en ressemez 10 en famille, on a le temps de manger un beau chou au lard, c'est quand même bon, hein, ou une pintade au chou, ou même une soupe aux choux. C'est super bon. Avec des haricots blancs, tout ça. C'est très très bon. On va faire des cours de cuisine aussi bientôt. Oui. Et tiens, pourquoi pas, sur les légumes. Donc, on va pouvoir semer les fèves. Par contre, là, c'est en pleine terre. D'ici le 15 février, on va pouvoir semer les fèves. Hein. Les fèves. Alors là, il n'y a qu'une seule variété de fèves, ou est-ce qu'il y en a plusieurs? Il y en a plein. La plus communément semée chez nous, c'est la fève d'Agualdus. C'est une fève espagnole, d'une région espagnole. C'est la plus semée dans la région, les productives. Alors le problème, c'est un problème oui et non. Les fèves attirent les pucerons. Donc si vous semez des fèves, vous aurez des pucerons systématiquement sur les tiges. Il n'y en aura pas ailleurs. Donc il y a une autre solution. C'est de semer par exemple d'autres plantes qui attirent. Donc semer quelque chose qui attire. C'est comme les artichauts attirent aussi. L'avantage, c'est qu'il n'y en a pas ailleurs. Il n'y en a que sur les fèves. Il y en a que sur les fèves. Voilà. Bon, c'est vrai que les fèves, c'est pareil. Hein. C'est une fève fraîche, c'est très très bon. Ouais. Façon de la cuisiner, une façon en potage. Oui, c'est vrai, en potage. Soupe aux légumes. Il y a que comme ça. Oh non, il y a des plats à base de fèves. Là, par contre, oui, c'est vrai que Pascal, il va falloir qu'on fasse un petit cours de cuisine avec, parce que c'est bien de la planter, de la récolter, mais comment peut-on la cuisiner? Parce qu'il y a peut-être une autre façon aussi. Hein. Il n'y a pas que en soupe. Hein. Moi, je sais que dans tous les contacts que nous avons, on a des recettes qui nous arrivent qui sont assez... C'est de la soupe de tout, qui sont assez surprenantes.
Voilà. Voilà, de personnes, ils disaient, bah tiens, nous, chez nous, on les consomme comme ça, mais ça va de la tomate en passant par autre chose. Oui, voilà. oui, je pense bien. Oui, tout à fait. Oui. Mais oui, ça peut être intéressant de faire, pourquoi pas, une spéciale de cuisine des légumes. Oui, alors éventuellement, c'est vrai que la fève, donc on la sème, mais on la récolte à quelle époque? Ah, ça va très vite, hein. 2 mois après, on est... Une fève? Ah bon? Ah oui, ça va très vite. Février, alors on va dire février, mars, avril, au mois d'avril, on récolte la fève. Oui. C'est dans de bonnes conditions, ça va très vite. Ça va très vite. Okay. Voilà. Donc on peut semer alors les laitues de printemps aussi, ou les laitues à couper. Les laitues, alors c'est pas les meilleurs, enfin bon. Oui, les petites feuilles de chêne, bon, mais ça a l'avantage, ça pousse très très vite, facilement. Dès qu'il fait 10-12 degrés, elle pousse. Donc pourquoi pas. Hein. Puis en attendant d'avoir autre chose, c'est mieux que rien. Mais c'est vrai, ta façon de faire, de façon à ne pas faire beaucoup, mais souvent. Semer, voilà. On en sème plus, souvent, mais pas beaucoup. Je suis très mal placé pour en parler, parce que je sème toujours en grosse quantité. Ah bah moi, je suis un petit peu comme toi, c'est bon. J'écoute tes conseils. Mais effectivement, non, mais c'est quoique pour les salades, si je me suis assagi, les salades ou même les navets, si je semais 3 rangs de navets, on mange pas tous les jours, faut dire ce qui est. Hein. Voilà, donc j'en sème plusieurs fois, c'est pas plus mal. Alors, et puis ils sont frais, c'est des jeunes légumes, c'est très bon. Alors c'est vrai que tu dis le navet. Alors là c'est pareil. On peut avoir une autre façon de cuisiner le navet que toujours en soupe. Ah ben le navet, le jaune d'or, ce qu'on appelle, c'est un petit navet jaune. Ou le cuisiner dans une poêle avec du miel, c'est extraordinaire. Et voilà. Ah, c'est extraordinaire. Ça. Voilà ce qu'on veut entendre. Ce sont des petites choses, c'est rapide, c'est bon. Et bon. Voilà, on sème du navet, mais bon, non, pas en soupe. On peut, on peut. Ouais. Ou même une purée avec du navet, c'est très très bon. Purée de navet. Pas que de navet. Voilà, avec autre chose. Oui, ça c'est vrai. C'est très bon aussi. C'est très très bon. Mais le navet revenu à la poêle avec du miel, c'est assez extraordinaire. Le navet jaune, hein. La petite boule jaune, là, c'est extraordinaire. C'est super. Oui, bon. parce que tu as des navets quand même qui sont assez forts, quand même. Piquants, s'il est jeune, normalement, il pique pas trop. Si le bulbe est jeune, il pique pas trop, normalement. Donc là, alors comme tu dis, allez, on a un petit truc, un petit rang de navet, justement, pour faire comme ça. À la limite, il faudrait faire des jardins d'enfance, qu'on appelle, des petites séries. Oui, c'est vrai. On appelle ça des jardins à 4. Format 4. Alors, l'idée vient effectivement que une institutrice a l'idée de faire des jardins en format A4, de mettre 2 salades. Oui. Pour les enfants, ou des radis sur une feuille la grandeur d'une feuille. Donc maintenant, on appelle ça les formats A4. C'est amusant. Mais effectivement, oui, ce sont des jardins d'enfants. Mes filles, lorsqu'elles cultivent, elles font 9 pieds de pommes de terre, elles font 6 salades. Voilà, mais c'est bien. Oui. Moi, je trouve que ça renouvelle sans arrêt. C'est exactement. Très bien. C'est une bonne idée. Très bonne idée. C'est bien. Continuez, les filles. Je vous encourage. C'est-à-dire qu'elles disent, papa, t'es gentil, mais on n'a pas envie de se fatiguer à faire que ça. Voilà. Donc on peut semer les laitues, ça n'est pas de problème. Les oignons blancs, hein, on va pouvoir les semer aussi. Oui, oignons blancs. Oui. Les semis, hein. Donc c'est bien les semis, pas les petits bubilles, pas les bulbes. Oui, voilà, c'est vrai. Oui. Les panais, le panais est très particulier. C'est pour la germination, il faut absolument le mettre au froid avant. Il faut congeler la graine, sinon vous n'aurez pratiquement pas de résultat. Ah bon. Ouais, il fait partie de ces plantes qui ont besoin d'un froid extrême avant. Le panais. Oui, le panais, c'est très bon le panais. Alors, tu peux me rappeler un petit peu parce que c'est une carotte cylindrique pointue blanche. Ah oui. Et alors, c'est un petit peu comme c'est sucré comme la carotte, c'est blanc. Ah oui, ça y est. Donc le plus connu, le panais de Guernesey, hein, c'est un des plus connus en variété ancienne. Il va très bien. Franchement, la levée est très très capricieuse. C'est où ça marche très bien ou pas. Donc on recommence dans ces cas-là. L'an dernier, franchement, j'ai pas très bien réussi. Ça n'a pas été. Donc là, le panais, le mettre alors au congélateur. Avant la graine. La graine au congélateur, et ensuite là, on réussit à pouvoir mettre le panais. Oui. Ce sont des variétés qui ont besoin de ces froids extrêmes. C'est comme ça, c'est la nature est ainsi faite. Hein, oui, ça marche mieux. Voilà, donc après on peut. Allez, les pois précoces, on va bientôt pouvoir commencer aussi. Hein, le quoi les petits pois précoces. Déjà. Ah ben au 15 février, 20 février, oui, tout à fait. Donc on peut préparer tout ça. Moi j'avais mon vieux voisin, il semait des petits pois le jour de la Saint-Valentin. C'était systématique. Ah oui, bah alors, c'est quand la Saint-Valentin? Vous connaissez? C'est dans 14 jours. Vous savez quand même. Février. Le 14 février. Donc là, il faut semer les petits pois précoces. Les petits pois, voilà. À la Saint-Valentin. Et moi je l'ai vu jusqu'à la fin de sa vie, il ne voyait
plus clair presque, il semait uniquement par le toucher. Il sentait les graines. J'ai toujours vu semer ces petits pois le 14 février. Et ici, à 10 km d'ici, 15 km, quoi. Ah oui, en effet. Tout à fait. Donc voilà, il a toujours réussi. C'est vrai que ça fait partie du cycle. Il y a des choses qu'il faut semer bien au bon moment aussi. Oui, il y a quand même les conditions optimum. Oui. Voilà. J'ai vu des tomates qui lèvent déjà, en pleine terre. J'en ai vu lever en pleine terre le long du mur de la maison. Ah oui, le long du mur. Oui, c'est abrité aussi. Une tomate qui a dû tomber là. Et... Bon, à mon avis, ils vont pas aller loin. Enfin bon, c'est donc si elles ont levé, c'est qu'elles ont eu les conditions. Oui, peut-être aussi. Ouais. C'est quand même pas normal. Non. Faut laisser la nature faire. Mais bon. Là, il l'a fait. Voilà. Donc, je pense qu'il y aura des surprises. Et puis, donc les radis. On va voir comment ça. Les radis, de toute façon, maintenant, on peut en semer pratiquement toute l'année. Si on est équipé donc d'un voile, on met un voile de forçage dessus, à défaut d'avoir un tunnel, ça marche très bien. Le radis. Alors je suis pas très doué. Le radis long, il faut le semer relativement profondément, sinon la racine se tord, se déforme. Et le radis long, je dis bien le radis rond, il faut le semer moins profondément. D'accord. Voilà, oui. J'étais très long avant de comprendre. J'étais pas. Ça c'est pareil, c'est tout un art. Alors c'est vrai que dans un paquet de radis, il y en a pas mal. Il y en a beaucoup dedans. Oui. Donc c'est à nous. Faut pas tout semer. Voilà. Les radis, si vous semez un paquet entier, même le plus petit qui doit faire dans les 5 grammes, ça en fait beaucoup. Mais par contre, les radis, je sème régulièrement. C'est une chose que... D'accord. Parce que sinon, on en mange un dixième, puis le reste, ça finit aux poules. Donc, un bon petit conseil, voilà. Les radis, maintenant, il y a tellement de sortes que... Oui. On peut semer... C'est comme la mâche. La mâche, on peut pratiquement la semer à l'année, maintenant. Il y a 2 ou 3 variétés assez récentes, on peut les semer maintenant. D'accord. Une aubergine hybride F1, vous la semez, vous la plantez en pleine terre chez vous. Oui. Si elle est bien cultivée, dans de bonnes conditions, vous aurez de bons fruits. A contrario, vous prenez une graine d'une vieille variété de tomate qui a 200 ans, qui est fixée, qui est magnifique, qui est très bonne. Si vous la cultivez en hydroponie, dans un tunnel de façon industrielle, à mon avis, le résultat sera pas le même. D'accord. Là, c'est sûr que le jardinier qui cultive dans sa terre, c'est autre chose. C'est la vie, c'est comme ça. Alors, Pascal, est-ce que tu as fini parce que là, on va terminer tranquillement cette émission. Un autre conseil, ce qu'on peut faire aussi, c'est pulvériser les arbres fruitiers, genre pêcher, tous ces arbres-là à noyaux avec de la prêle avant le débourrement des bourgeons. D'accord. Avant que ça éclate, c'est le moment, un coup de prêle. C'est le moment de... Alors, la prêle, pour ceux qui n'en ont pas, je ne suis pas un fan, mais la bouillie bordelaise aussi, c'est autorisé en bio. C'est le moment de le faire, donc. Oui, avant le gonflement des bourgeons, c'est très très bon au niveau des maladies. Parce que lorsque la maladie, par exemple, sur un pêcher est déclenchée, c'est fini. Surtout le pêcher, la cloque, comme on dit, la cloque du pêcher. La cloque, c'est préventif, donc c'est la prêle, si possible. La prêle, voilà. Et puis, ce qu'on peut faire aussi, c'est que, puisqu'on chauffe l'hiver, pour ceux qui chauffent au bois, c'est avec de la cendre, faire un badigeon et enduire le tronc des arbres en bas. De la cendre de bois? De bois, oui. D'accord. Faire une pâte avec, ça marche très bien. Et puis, on va pouvoir commencer à tailler les rosiers grimpants hâtifs. Les plus grands rosiers, aucun cerise, sinon après on casse les bourgeons sinon. Donc là il faut commencer à tailler. Les grimpants, je dis bien. Rosiers grimpants. Oui. Grimpants, les autres, on n'y touche pas pour le moment. Ah non, oh là là, au mois de mars. Ouais. Oui, c'est vrai que ça vient vite au mois de mars. Oui. On en parlera une prochaine fois. Justement, prochain rendez-vous, ça sera au mois de février, le 27, si tu es d'accord. Et non pas le 14. 27 février. Avec plaisir. Alors, notez bien tous nos auditeurs et auditrices de Radio Puisalène, donc avec le petit jardin de Radio Puisalène, avec Pascal Antini, le 27 février, prochain rendez-vous. On parlera de beaucoup de choses là aussi. Alors, si des personnes sont intéressées sur le châssis électrique, le lot, tout le monde a compris comment ça fonctionne, j'ai des montages photos que je peux mettre en ligne éventuellement. D'accord. Voilà, ça peut intéresser certaines personnes. Ouais. Et puis, si vous avez des idées de thèmes et d'émissions, n'hésitez pas surtout à le faire savoir à Radio Puisalène qui... on transmettra... Voilà. On transmettra, il n'y a pas de problème. La dernière fois j'ai dit ça, je me suis retrouvé à faire une journée pomme de terre avec des gamins dans une école. Ils avaient dit on fait une journée purée, c'est amusant. Ah oui. Il y a plein de choses à faire. Plein de choses à faire. Mais j'aime bien parce que le phénomène d'avoir la graine semée,
planter, récolter et faire après. Parce qu'avec, faire une soupe avec ça ou faire ça, il va falloir qu'on donne un petit peu des idées sur ce qu'on peut faire avec tel ou tel légume. Oui, alors en plus, moi je peux me renseigner auprès dans tous les pays où j'ai des contacts qui cuisinent. Je connais quand même pas mal qui cuisinent. Généralement, les bons jardiniers, ce sont des familles où on cuisine. C'est ce qu'on va associer un petit peu la cuisine à justement les légumes. Avec plaisir. Les légumes, hein, je pense que ça sera un petit plus. Alors, Benjamin peut intervenir à n'importe quel moment. Hein. Merci Benjamin de ces très belles et bonnes nouvelles. Forcément, on peut pas faire autrement. Grâce à Benjamin, on va passer la semaine et le week-end au lit. On va se reposer. On va se reposer, ça. On va rien faire. C'est annoncé une météo complètement. Pour laquelle il faut rester en dilettante, on va rien faire. Voilà. Merci Pascal. De rien. Je remercie les auditeurs et puis très bientôt, les auditeurs et auditrices surtout. Et à très bientôt. Merci aux auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés. Merci Justine de nous avoir donné de votre temps. On fait encore un petit coucou à Laure qui doit certainement nous écouter et puis la suite des programmes, c'est à vous. Alors, comme vous l'avez entendu, vous pourrez retrouver le Petit Jardin de Puisalène donc avec Pascal Antini le 27 février. Et en attendant, on va se quitter avec Charles Trenet et sa chanson Le Jardin Extraordinaire. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci. C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain, ils remuent leur derrière en disant Thank you very much, Monsieur Trenet.